Stardom NJPW que voici. Hop, voilà. Excusez-moi du coup. C'est l'heure du Shinpururus. Ouais, parce que là ils se sont entremêlés. Voilà, les voilà. Ils sont tout beaux, ils sont là. Et c'est pas les plus beaux parce que nous on est là. Jérôme, on va commencer avec toi. La Stardom brûle mon cosmos. Parlons de la Stardom. Oui. Alors, je ne vais parler, contrairement à la semaine dernière, que de 3 matchs. Voilà. Alors pour la référence à la semaine dernière, je vous présente mes plates excuses. J'ai une semaine assez folle et ce sera une excuse de plus pour que vous veniez en live, bande de sagouins et de galopins. Mais je n'oublie pas, l'émission de la semaine dernière sera montée et sera disponible sur le YouTube, comme d'habitude, évidemment, du Catch à Cast. Donc vous aurez le droit à l'introduction, plus la longue déclaration d'amour de Jérôme de la semaine dernière sur la Stardom. Sur ce, excuse-moi Jérôme, je te redonne la parole. Mais pas de souci. Donc en fait, en une semaine, donc la semaine dernière, quand je vous ai parlé de la Stardom, je vous avais parlé des matchs qui s'étaient passés le 17 juillet, et dont je n'avais pas pu parler, parce que de toute façon, je les avais pas vus. Le problème de la Stardom, je l'ai dit et je le redis, c'est que en fait, les matchs, vous pouvez pas regarder les shows en direct, et le lendemain du show ou le soir même du show, la seule chose que vous avez, c'est le main event. Donc du coup, il y avait 2 main events que j'avais pas vus, je connaissais les résultats et j'ai décidé de regarder ces matchs quand même. Donc ce show-là du 17 avait quand même 3 matchs extrêmement importants. Après avoir eu, je dirais, 3 shows pour se chauffer, pour se mettre un petit peu de catch dans les pattes, et puis pour essayer de digérer tout ce qui s'était passé dans la fédération depuis le mois de mars. On a relancé, donc il y avait un match pour le titre, dont je reparlerai, et il fallait faire quelque chose de la seconde principale ceinture, qui est la white belt, donc qui était la ceinture de Arisa Hoshiki, qui a dû la déposer. Donc le titre était détenu une fois plus par Vacan, quel formidable catcheuse spécialiste de l'intergender, puisqu'il n'a jamais eu aucun problème pour passer d'un côté à l'autre. Donc on a fait un petit tournoi pour cette ceinture blanche. Et dans le tournoi, évidemment, on a retrouvé Giulia. Donc je rappelle que Giulia, c'est un peu la catcheuse qui reçoit le push le plus phénoménal de la Terre à la Stardom depuis son arrivée au mois de décembre. Ouais. On a dit qu'on l'a vu aux côtés de la comète de Halley aux dernières nouvelles. C'est à peu près ça, oui. En fait, si vous regardez Neowise, voilà. Là, couché, il est possible que vous trouviez Giulia à côté et qu'elle vous dise que ce qui est Giulia. Donc en fait, sa catchphrase, c'est que tout le monde aime Giulia. C'est son truc. Donc on a mis en face d'elle Konami. Donc Konami qui est une Tokyo Skyboard Squad, donc qui était la faction de Hana. Donc sur ce match, dans ce match, on a vu un très beau match de 19 minutes. On a vu Giulia qui clairement, alors qu'elle était déjà pushée dans l'espace, on l'a dit, a changé de dimension. Au point que sa tenue a changé. Ils lui ont mis des nouveaux cheveux. En fait, elle a des extensions de cheveux. Donc en fait, c'est Giulia Super Saiyan 2. Hein. Oui. Il faut le dire. En fait, voilà, Giulia qui était à fond... je vais y aller par ma puissance et puis tout le monde m'aime et tout. Là, en fait, on a une Giulia qui s'est un petit peu calmée, mais qui, au niveau du catch, est toujours aussi dominante. Alors là, en fait, on a vu, grosso modo, donc je dirais la catcheuse technique de Tokyo Cyber Squad, donc Konami, contre Giulia, donc dans un match où, en fait, comme on sait que c'est quand même un peu Giulia's time en ce moment, on n'a jamais trop été, même si le match était avec évidemment ses moments pour les deux catcheuses, on n'a jamais trop cru que Konami avait la moindre chance. Clairement. Ah oui, carrément. Voilà, c'est un peu dommage. Alors, c'est un match de très haut niveau, il n'y a pas de problème autour de ça.
Mais auquel tu crois pas, entre guillemets. Mais auquel, voilà, tu te dis, mais tu sais que de toute façon, tu sais que Giulia est obligée de passer aussi parce que parallèlement à ça, Giulia a une rivalité avec Tam Nakano qui était dans l'autre match donc du mini-tournoi contre Natsuko Tora. Ouais. Rivalité bikini, comme on disait, voilà, avec ce que ça peut avoir. Je te laisse accélérer du coup, hein, Jérôme, si tu veux qu'on ait le temps vraiment de bien parler de tes deux matchs. Oui, bien sûr. Et là, en fait, et je pèse mes mots. Je pèse mes mots et je tiens à ce que vous alliez voir ce match pour pouvoir en discuter avec moi. J'ai potentiellement vu le plus grand match de catch féminin depuis que je suis le catch. Oh mon Dieu. C'est vraiment, c'est une pure œuvre d'art. Tu peux rappeler les deux noms que les gens impriment? Alors, c'est Tam Nakano contre Natsuko Tora. Okay. Alors en fait, Natsuko Tora, c'est la leader de la faction des grands méchants de Oedo Tai. Et grosso modo, quand les gens viennent l'interviewer en pro avant-match, c'est cassez-vous, j'ai rien à raconter, j'emmerde la Stardom. Suzuki. Voilà, c'est à peu près ça. Ben, c'est ça, hein. Il y a de ce côté-là. Et à côté, Tam Nakano, par contre, c'est la mignonne petite fille, mais qui catch dur. Qui avait une histoire justement avec Arisa Oshiki, qui était sa partenaire de tag team. Elle faisait une équipe qui s'appelait Dream and Shine. Et en fait, elle a gardé le bracelet Dream and Shine pour dire j'avais promis à Arisa que j'irais la défier pour le titre, pour la ceinture blanche, et je vais porter ça. Je vais porter cet espoir. Et en fait, on a vu Tam Nakano fait une entrée phénoménale avec une tenue. Alors, il faut savoir que Tam Nakano, elle a une tenue avec beaucoup de flonflons, beaucoup de dentelles, de trucs vraiment vraiment too much. Et elle est carrément avec une lance, tu vois, vraiment pour faire la grosse entrée, une lance avec un drapeau, machin et tout. Évidemment, ça n'a pas trop plu à Natsuko Tora, qui, avant quoi que ce soit, s'est jeté sur elle avec toute sa faction. Allez. Et ça a commencé full shenanigans pendant 2-3 minutes. Alors, il faut savoir que la faction de Natsuko Tora, la spécialité, c'est j'attire l'arbitre dans un coin pour que Natsuko aille chercher une chaîne pour aller mettre des gros pains dans la tête des adversaires avec cette chaîne. Le match avait commencé, donc je dirais, sur ces shenanigans, mais avec de suite beaucoup d'intensité. Et tout à fait. Et au fur et à mesure du temps, donc c'est un match court, hein, c'est un match qui dure moins de 13 minutes. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le Korakuen Hall, qui était relativement silencieux parce qu'on leur a demandé d'être silencieux, malheureusement, a vraiment commencé à prendre feu. Moi, j'avais très peur parce que quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, mais comment est-ce que ces deux filles peuvent se donner avec autant d'intensité et que personne réagisse? Et vraiment, le miracle a eu lieu. La magie du catch. La magie du catch a eu lieu. Et même si le fait que la victoire de Tam était attendue pour avoir donc cette finale entre Giulia et Tam et conclure leur feud actuel, on a vraiment, moi j'ai vraiment tremblé pour Tam, que Natsuko a explosé de manière... En fait, Natsuko Tora a un coup qui est... elle assoit son adversaire contre le coin et elle fait une sorte de cannonball au niveau du sol. Vous savez, un tout petit saut sur elle-même, ultra violent. Alors, les near fall, j'en ai plus. Et en fait, ça a été tellement violent que la tenue de Tam est tombée en morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, les cheveux de Ruby Riott. C'est ça, ouais. Elle avait une ceinture avec des flonflons et cette ceinture a commencé à se déchirer et il y a vraiment un moment où je me suis dit ok, ils vont pas faire gagner Tam Nakano. Et en fait, c'est quand même Tam Nakano qui s'en sort parce que elle était attendue et ça reste quand même l'équipe des Babyface. Et vraiment, c'est un match qui redéfinit d'une certaine manière pour moi ce que j'attends dans un match de catch féminin, quoi. En termes de psychologie, en termes de capacité à utiliser les shenanigans, mais de manière intelligente. Et surtout du fait que finalement, Stardom, les victoires ne sont jamais des victoires uniquement individuelles, mais souvent des victoires d'équipe.
parce qu'évidemment, une fois que Tam a gagné, tout le monde est arrivé, dont Mayu Iwatani, qui s'était déjà remis en jogging et qui a récupéré la tenue tirée de Tam. Et enfin voilà, la fin est un peu foireuse parce que suite à cette entrée en ébullition, on a demandé au public de se calmer. Donc du coup, ça n'a pas pu envoyer du bois comme ça devrait. Mais honnêtement, et je pèse mes mots, j'ai revu le match plusieurs fois pour me dire est-ce que tu t'es pas trop enflammé? C'est un chef-d'œuvre du Joshi. Chef-d'œuvre. Ce match, voilà, entre Tam Nakano et Natsuko Tora. En tout cas, c'est drôle. Oui, pardon, vas-y Félix, excuse-moi. Où est-ce qu'on peut le voir, ce chef-d'œuvre? Sur Stardom World. Abonnez-vous. Vous abonnez au Stardom World. Vous abonnez au KatchaCast et puis sur le chemin vous vous abonnez au Stardom World. En tout cas, c'est marrant dans le fonctionnement, Jérôme, pour conclure là-dessus, c'est que les deux matchs avaient un côté très négatif au sens photographique, quoi. Tu vois, il y avait un où vraiment t'étais dans la non-croyance de ce qu'on te vendait, et l'autre, même s'il y avait des trucs un peu cousus de fil blanc, tu voulais vraiment croire pour le match jusqu'au bout. Et c'est-à-dire que du côté de Tam Nakano, en fait, deux histoires dans le kayfabe, t'as deux histoires. T'as son lien avec Arisa Hoshiki, et tu as aussi le fait qu'en ce moment, elle passe leur temps à se tourner avec Julia. Et donc, ouais. Mais j'aurais une dernière question et on terminera là-dessus. C'est est-ce que tu es saucé par Arisa Hoshiki? Voilà, ça c'est de la transition qui a du piquant, j'ai envie de dire. Et je vais demander à ce cher Félix de prendre le relais que lui tend Jérôme et d'apparaître effectivement dans la lumière, tout droit vers la lumière. Parce que on va parler encore Japon et on va parler NJPW. Alors ce road, cette route vers les étoiles, ça a donné quoi? Cette route vers le nouveau Japon. Voilà. Entre la débâcle de Dominion et leur prochain show à Nagoya qui s'appelle Sengoku Lord, où il y aura, je crois, 3 matchs principaux, c'est-à-dire que Okada Kazuchika va affronter Takahashi, le Tokyo Pimps. Oui, exactement, ça a l'air d'être génial. Comment ça peut être un simili main event? Ça, c'est encore un truc que je m'explique pas. Et c'est chaud parce que c'est dire, parce que Okada, dans une interview, il a pas arrêté de parler de ouais, je pense que le double title, ça dévalue le titre pour la loi IWGP et tout ça. Et à la fin de son putain de monologue, il dit oui, bon bah d'abord je vais affronter Yujiro et puis on verra. C'est-à-dire que c'est ce qu'il pense de Yujiro. Il y aura ça, il y aura El Desperado contre Shingo Takagi pour le titre Never, et puis il y aura surtout Hiromu Takahashi contre Ivilu. Ça oui. Mais de toute façon, le seul truc qu'il y a de simili pour un match de main event avec Tokyo Pimp, c'est son cuir. Est-ce que vous avez entendu cette interview justement où Yujiro a dit, j'ai trouvé ça génial, c'est que je ne pourrais jamais monter au niveau d'Okada. Néanmoins, lui, je vais essayer de le faire descendre au mien. Oh bah bravo, j'espère pas. Et bah, à défaut de monter, je t'embête jusqu'au bout, Jérôme, après te couper dans ton élan Stardom, et t'inviter à allumer la lumière, puisque nous ne te voyons presque plus. Tout à fait. Donc Félix, ce chemin vers la route est-il aussi illuminé que le visage maintenant de Jérôme? Alors, j'ai pas vu tout le chemin, j'ai vu que un morceau de route. Et c'était le match preview, comme ils aiment l'appeler, entre la team Hiromu et la team Ivilu. Donc c'était Hiromu, Tetsuya Naito et le vrai Bushi pour une fois. Pas Dictogo donc. Ivilu Dictogo du coup, donc le faux Bushi de l'autre côté, dont le surnom maintenant c'est le spoiler. Je croyais que c'était ton surnom à toi, ça. Ouais, c'est plutôt le mien d'ailleurs. Il me l'a piqué. Alors que le mec, il a une corde, le crime était presque parfait à Hitchcock pour étrangler les gens. À la Hangman Patch, peut-être aussi. Il est un killer, quoi. Et puis, le troisième membre, c'était Taiji Ishimori. Ouais. J'allais dire Tajiri, c'est pour ça. J'allais dire Algérie. Après Larissa. Oh. Et non, le début de match était vraiment très intéressant parce que Hiromu vraiment dans son cerveau complètement
pété dans tous les sens. Il débarque, il a la tête basse, il est vraiment... Il n'a pas envie d'affronter Evil, ça le consterne, toute cette histoire. Evil, il en a rien à foutre, il met même plus de maquillage. Voilà. Ça, hors contexte, ça fait super sexiste. Le maquillage, on a peu rien à foutre. Non, mais imagine l'Undertaker sans les yeux noirs, quoi, tu vois. Pas de crawl. Mais avec un sourire mesquin tout du long. En mode, t'as vu, j'ai des... Et Hiromu, donc quand le match commence, tout le monde est sur le ring, il arrive, il ouvre son manteau, et il révèle un t-shirt Bullet Club. Et là, le public était silencieux, parce que là aussi, du coup, le public était masqué au Korakuen Hall, et du coup, il pouvait pas s'exprimer comme d'habitude. Il pouvait faire que des... Même les hauts et tout, ils faisaient des petits clap-clap. Là, il faisait des hauts avec les doigts. C'est complètement dingue, là, cette... Donc le Korakuen Hall a été en ce moment le lieu d'un nombre incalculable de shows au Japon. Tout le monde est repassé au Korakuen Hall et alors déjà que le public japonais est pas très énervé, mais là le fait qu'ils n'ont pas le droit de se lever, on leur a demandé de pas crier. Faut vraiment des matchs comme le Tam Nakano Natsuko Tora pour les réveiller. Mais c'est incroyable. Il est fort. Il est tellement fort. Non, mais je me demande vraiment pour les catcheurs si c'est pas en train de développer chez eux une frustration terrible. Non, il leur diffuse du Dépêche Mode avant chaque match et c'est bon. Enjoy the silence, hein, pour ceux qui n'auraient pas la blague. Juste pour finir sur ce match. Oui. Effectivement, par rapport pour rebondir à la réaction du public, bah à part ce surpris et puis tout de suite réprimé quoi. Vraiment on n'aurait pas dû s'exprimer. Mon Dieu. Pendant tout le match, il y a presque rien, il y a presque des clap. Alors que le match, il y a des moments ils y vont quoi. Hiromu, il est vraiment enragé parce que pour finir l'anecdote du début de match, c'est qu'il révèle un t-shirt Bullet Club. Donc tout le monde est en mode what the fuck. Ensuite, il fait le signe du flingue, il le pointe vers Ivileux, et ensuite il le pointe vers Naito et Bushi qui sont oh, mais qu'est-ce que tu fais, bro? Pas toi. Mais pourquoi? Tous les deux, ils sont vraiment genre à la ramasse émotionnellement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et après, Hiromu se jette sur Evil, et pendant tout le match, il va essayer de se jeter sur lui. Il y a un moment, à la fin, il se jette en mode pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Et t'as Dick Togo qui arrive avec sa corde et qui les trompe par derrière. Donc le match en lui-même très sympa. Naito était plus énergique qu'à Dominion, j'ai trouvé. Il était plus là, on avait l'impression, narrativement en tout cas. Et puis la fin de match, Evil qui bat Bushi, qui est son partenaire de Never Six Man, il me semble. Donc à voir ce qu'ils vont en faire encore une fois, parce que on les a plus vus les ceintures. Hein. Et puis il s'en prend à Hiromu forcément, et il va lui faire le STO là, sa prise de finish, et puis il abandonne, il la fait même pas et il le met de côté. Ça, c'est très bizarre, mais oui, c'est en mode je m'en fous. Moi, j'avoue ce que j'en retiens, parce que j'ai regardé, c'est le seul truc pour une fois où j'ai regardé un récap, parce que j'ai pas eu assez de temps, voir si j'avais manqué quelque chose de particulier. Je me pose la même question que Jérôme la semaine dernière, et que beaucoup de gens se posent. J'aimerais être une petite souris, ou simplement dans l'esprit de Naito, pour savoir dans quel état est Naito en ce moment, quoi. Mais vraiment. Parce mais que tu veux dire en privé ou en... Ouais, en privé, ouais, par rapport à tout ça. Parce que je me dis vraiment, tu disais tout à l'heure, il jouait le mec un peu plus présent, un peu moins éteint. À quel point est-ce que c'est joué ou quoi? Parce que là, il y a un truc à quel point le mec est 30 kilos, quoi. Ouais, il y a un truc vraiment troublant. Et vraiment, je rejoins Jérôme, j'ai cette curiosité. Je pense qu'il y a vous avez peut-être raison, il y a peut-être un truc, parce que le mec, ça y est, il a le vrai couronnement qu'il voulait. Ah ouais. Le titre et tout, il a un match contre Kenta, bon, le truc marche bien ou pas, voilà. Et après, mais genre, rien quoi. Et après, on lui enlève son titre parce qu'il faut changer le truc, machin. Bon. Alors, est-ce qu'il faut faire une Okada, vous savez, Okada qui perd et puis qui revient et machin. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon. Avec un personnage comme Okada, Okada, c'est le mec qui travaille le plus dur dans le dojo, on le sait, donc on sait qu'un mec comme Okada, mais un gars tranquillo comme Naito,
Moi, je suis inquiet. Non, je suis pas inquiet. Enfin, je veux dire, j'espère qu'il est payé quand même. Mais je me pose vraiment la question. Je me dis, quelle est la finalité de tout ça? Est-ce que Naito, on lui a donné ses 5 minutes de célébrité et maintenant, bon, Nico, voilà, hein, tu vas rester le mec qui est tout là-haut, mais qu'on va pas voir sur les titres? Ou est-ce que il y a encore quelque chose de plus profond et on va se retrouver avec une intrigue croisée ou quelque chose comme ça. On va se retrouver avec un Okada Naito à un moment donné dans un des 2 jours. Wow, mind blowing. Ouais, mais j'espère juste qu'ils vont au moins lui donner une vraie revanche et qu'il va pouvoir s'exprimer dans cette revanche, quoi. Ouais, parce quelle que soit l'issue. on a l'impression que c'est genre, ouais, Naito, c'est une histoire ancienne, quoi. C'est ça. Qui retrouve une forme de. Il n'est pas en même temps. Qui retrouve une forme de consistance, surtout que là, on n'a même pas eu le retour du roster intégral, quoi. Donc, t'imagines, déjà, là, il est dans cet état-là. C'est chaud. C'est chaud. Apparemment, Jay White, il serait de retour au Japon, déjà. Oui. Ah. Donc, on va se terminer sur cette note sympathique, je n'étais pas au courant. Voilà le tour du Japon, finalement. Bon, bah, écoutez, efficacement fait, mais on a eu de la chance, entre guillemets, on a eu de la chance pas trop riche cette fois-ci.